Je vous demanderai de prendre place si vous voulez bien. On va commencer le conseil municipal. Alors, Floquet Patrick, présent. François Rose. Oui, présent. Karine Farge. Jean-Pierre Yetna. Marie-Noëlle Flotterer. Mourad Azi a donné pouvoir à Monsieur Rose. Madame Baktamaïch. Monsieur Jean-Luc Leroy. Madame Elvire Thénault. Monsieur Moustapha Bamba a donné pouvoir à Madame Baktamaïch. Madame Colette Lambert est absente. Madame Jacqueline Rago. Madame Mireille Benatar. Monsieur Hervé Martin m'a donné pouvoir. Monsieur Albert Blondel. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Madame Egas Patricia a donné pouvoir à Monsieur Albert Blondel. Monsieur Bernard Narboni. Monsieur Bernard Laborde. Madame Cancel Francine a donné pouvoir à Madame Rago. Monsieur Loussen El Mazouzi. Madame Maha Gulfraz, absente. Madame Loga Vicente. Monsieur Selvin Alamalé. Madame Soria Maïch a donné pouvoir à Karine Farge. Monsieur Alain Bocara, absent. Madame Pascale Andriana Solo. Monsieur Thierry Mention. Monsieur Arouf Baka, absent. Madame Jennifer Bonino, absente. Monsieur Laurent Poulot, absent. Monsieur Franck Capmarty et Madame Barbara Ezelis, absente. Donc il y a 20 présents, 6 pouvoirs et 7 absents. Alors, comme secrétaire de séance aujourd'hui, on va recommencer par le haut, puisque ça devait être Madame Maha Gulfraz, mais elle n'est pas là. Ça serait Madame Andriana Solo, si vous acceptez. Encore, vous y avez été le 1er juillet 2021. Le temps passe vite. On recommence par le haut. Hein. Il n'y a pas d'opposition, donc vous êtes secrétaire de séance, Madame Andriana Solo. Alors, premier point à l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal du 19 décembre 2024. Avez-vous des remarques à formuler sur ce procès-verbal? S'il n'y a pas de remarques, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le deuxième point, c'est création, suppression de postes, autorisation de recourir à du personnel contractuel. Alors, je vais simplement éviter de vous lire ce que je vous lis à chaque fois et aller donc tout de suite au principal. Donc, à la direction générale, suite à une erreur d'appréciation, je propose de supprimer le recours à la catégorie B au cadre d'emploi des rédacteurs pour le poste permanent de chargé de mission, coordination des grands projets, évaluation des politiques publiques, à temps complet à compter du 1er avril 2025. Pour la direction de la jeunesse et des sports, suite à la mise à jour des effectifs au service jeunesse, je vous proposerai de créer 2 postes occasionnels d'animateur classe à temps non complet à raison de 6 heures hebdomadaires de catégorie C au grade d'adjoint territorial d'animation à compter du 1er avril 2025. De créer également un poste occasionnel d'animateur classe, mais pour 20 heures. À la direction des espaces publics, en prévision du départ prochain à la retraite d'un chauffeur et de la prise de ses congés, il faut créer un poste non permanent de chauffeur à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie C au grade d'adjoint technique à compter du 1er avril 2025. Voilà, ce soir, cette création-suppression est relativement succincte par rapport aux autres fois. Avez-vous des questions à formuler? Monsieur Capmarty. Oui, la suppression de la catégorie B est remplacée par quelle catégorie et pourquoi? Ah, on maintient la catégorie A. Ah d'accord, ok. On supprime la catégorie B, on laisse la catégorie A. D'accord, ok. Et puis le chauffeur non permanent à temps complet, il est non permanent mais il est à temps complet, donc qu'est-ce que ça veut dire? Oui.
Que c'est pas toute l'année? D'accord, ok. Merci. D'autres questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 3, c'est le bilan des cessions et des acquisitions 2024. Ça, c'est tous les ans. Monsieur François Rose. Oui, donc chacune des parcelles qui font l'objet de la délibération d'aujourd'hui a déjà été examinée en conseil municipal en temps et en heure. Donc, j'ai pensé à M. Mention, qui m'avait demandé les plans. Donc, cette fois-ci, nous avons les plans qui sont joints. Ah, pardon, merci. Je ne sais pas si ça a enregistré le début, je pense, parce que le micro du maire n'est pas très loin. Donc, nous avons plusieurs parcelles qui ont fait l'objet d'acquisition. La AL 399 sur la ferme du Four, pour 42 184 €. Nous avons sur le camp la AL 39 pour un montant de 7 824 € TTC. Là, il s'agit d'une parcelle, comme dans le cas précédent, en zone, elle est en zone naturelle. Ensuite, nous avons la parcelle AL 393 sur la ferme du Four. Là également, c'est une parcelle qui est en zone naturelle pour 9 616 €. Nous avons ensuite la parcelle AL 403 qui, pour un montant de 21 016 €, qui est à la ferme du Four. Encore une fois, c'est en zone naturelle. Nous avons ensuite la AL 411 qui représente un montant de 10 704 €, également à la ferme du Four et également en zone naturelle. Et enfin, la dernière, pour 12 696 €, c'est la parcelle AL 417, toujours sur la ferme du Four, qui a été acquise auprès des consoeurs du Louis. Donc, comme vous le saviez certainement, le but de ces acquisitions, c'est de créer à terme des jardins familiaux sur le pavé de la ferme du Four. C'est-à-dire que sur la ferme du Four, vous avez, quand on quitte Montmagny, à droite les parcelles que la ville cherche à acquérir pour ces jardins familiaux, et à gauche, quand on quitte la ville de Montmagny, ce sont des parcelles qui sont le long du rue du Haras. Donc si nous les achetons, le but est de les recéder immédiatement au SIAR pour que le SIAR puisse soigner les berges de ce rue dans le cadre de l'écoulement des eaux qui nous arrivent de Montmorency. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, c'est des points qui ont été vus au conseil municipal tout au long de l'année. Je passe au... Je ne sais pas s'il y a besoin d'un vote. On prend acte. Donc on prend acte que ce point des bilans des cessions et acquisitions a bien été mis à l'ordre du jour. Le point 4, c'est l'acquisition des parcelles cadastrées, section AL numéro 114 643 644, dite lieu-dit Le Tas de Cailloux à Montmagny. François Rose. Merci, monsieur le maire. Là aussi, vous avez le plan qui est joint en annexe. La présente délibération vise à approuver l'acquisition des parcelles cadastrées AL 114 643 et 644 sur le Tas de Cailloux. Cette emprise foncière appartient à Madame Charlotte Lamy décédée, et la succession est en cours auprès de Maître Fricoteau. Les parcelles d'une contenance de 542 m² sont classées en zone naturelle sur le PLU. Nous vous proposons de délibérer sur une acquisition à un prix de 8 € le mètre carré. Par conséquent, la cession se ferait à un prix de 4 336 m². Alors, Pardon? Euros. Oui, pardon, euros, oui, 4 336 €. Alors, Madame Charlotte Lamy a légué ses parcelles à la congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie. Celle-ci a désigné M. Bruno Castaignos, trésorier, pour le représenter dans le cadre de la vente. Donc, la contractualisation se fera avec cet organisme. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Capmarty. Qu'est-ce qu'on compte faire sur ces parcelles-là? Sur le Tas de Cailloux, entre la rue Achille-Vièze et nous avons déjà créé, il y a une quinzaine d'années, des jardins familiaux. Oui. Donc nous cherchons à étendre nos surfaces dans ce secteur afin de pouvoir étendre des jardins familiaux, puisqu'il y a une demande nanimontoise dans ce domaine. Donc quand on peut acheter du terrain à 8 € le mètre carré, on ne s'en prive pas. Non. Ok.
D'autres questions? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 5, c'est la modification de la délibération donc de 2024 2706033 du 27 juin 2024 relative à l'instauration de la taxe locale sur la publicité extérieure TLPE à compter du 1er janvier 2026. Monsieur François Roux. Suite à la délibération, donc je me passe de vous relire le numéro du 27 juillet 2024 relative à l'instauration de la TLPE, des ajustements sur l'application de celle-ci doivent être apportés au vu des modifications législatives et réglementaires ayant remporté à compter du 1er janvier 2024 l'abrogation des articles L 2333-7 à 15 du Code général des collectivités territoriales. La nouvelle taxe de la réglementation de la TLPE en vigueur depuis le 1er janvier 2024 fixe le tarif suivant les conditions de l'article L 454-56 à 66 du Code des impositions des biens et services. Le tarif maximum applicable en 2025 sont présentés en annexe. Les tarifs maximums pour la TLPE sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice du prix de la consommation hors tabac de la pénultième année. Le tableau de variation applicable pour la TLPE 2025 est de 4,8% selon la source de l'INSEE. Donc il est demandé au conseil municipal d'appliquer les nouveaux tarifs que vous avez en dessous. Et puis je pense que je ne vais pas vous lire les tarifs, mais par contre si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Avez-vous des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vais mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est l'approbation de la convention d'objectifs entre le comité des œuvres sociales, que l'on appelle COS, du personnel municipal et la commune de Montmagny au titre de l'année 2025. La commune de Montmagny, dans le cadre de sa politique sociale, soutient le COS du personnel municipal de Montmagny par le versement d'une subvention annuelle. Cette subvention permet en particulier au COS de faciliter l'accès du personnel à des activités culturelles et de loisirs. Le montant de la subvention sera supérieur à 23 000 € TTC au titre de l'année 2025. Ainsi, il est rappelé que l'article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001, pris par l'application de l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2000 et relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoit l'obligation de conclure une convention lorsque les subventions publiques dépassent un montant annuel de 23 000 € TTC. Par conséquent, il est nécessaire de respecter cette obligation préalablement au versement de la dite subvention. La ville contribue financièrement à ces projets à hauteur de 62 000 € TTC. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs avec le comité des œuvres sociales, que l'on appelle COS, du personnel municipal de Montmagny au titre de l'année 2025, telle que jointe en annexe, et de m'autoriser à signer la dite convention pour une durée de 1 an. Y a-t-il des remarques sur cette délibération d'approbation de la convention avec le COS? S'il n'y a pas de remarques, bon, tous les ans on passe la convention. Cette année, c'est le même montant que les autres années, 62 000. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est l'approbation de la convention d'objectifs entre l'association Centre culturel Artem et la commune de Montmagny au titre de l'année 2025. Et c'est Madame Marie-Noëlle Flotterer qui nous présente la délibération. Merci, Monsieur le maire. L'association Artem initie et conçoit son projet autour de la diffusion de la culture pour tous et de la rendre accessible à un large public, et ce, conformément à son objet statutaire. Il est dans l'intérêt de la municipalité de favoriser l'accès à la culture pour tous les publics, de promouvoir la culture dans l'ensemble des quartiers de la ville, de développer le lien intergénérationnel, de développer une pratique culturelle et artistique pour tous ses habitants et de faciliter l'intégration par le biais d'ateliers de langue. La tenue des expositions, des ateliers, des représentations théâtrales et d'événements, ainsi que la mise en œuvre des indicateurs d'évaluation concourent à la réalisation du projet.
La convention présentée par l'association participe de cette politique. Par la présente convention, l'association s'engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre le projet culturel. La ville participe à la réalisation de ce projet en mettant à disposition à titre gracieux les salles municipales, salles des fêtes, salles annexes, chapelles de l'ancien séminaire et restaurant communal, ainsi que le matériel demandé pour les réalisations des différents événements. La ville contribue financièrement à ce projet culturel à la hauteur de 46 500 € pour l'année 2025. Elle n'attend aucune contrepartie directe de cette subvention. La convention est conclue pour une durée d'1 an. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs entre l'association Centre culturel Artem et la commune de Montmagny au titre de l'année 2025, telle que jointe en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Des remarques sur cette convention avec Artem? S'il n'y a pas de remarques particulières, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est le tableau des effectifs au 31 décembre 2024. Monsieur Bernard Laborde. Monte sur la table ou approche le micro. Oui. Donc, comme chaque année, ce tableau doit être joint au budget collectif et donc au compte administratif. Je ne vais pas m'étaler sur le détail en lui-même, sachant que en reprenant les effectifs globales, l'effectif cible est de 260, l'effectif pourvu est de 246. Le poste vacant, au nombre de 14. Des questions, Monsieur Capmarty. Oui. Donc, dans le secteur administratif, pourquoi tant de non-titulaires? Il y a 25% de non-titulaires. Et pour les assistantes matérielles, il y a 100% de non-titulaires. Et en technique, il y a 20% de non-titulaires. Pourquoi ces agents ne peuvent pas être titularisés? Tout est fonction déjà des besoins à pourvoir de manière pérenne et en fonction des différentes saisonnalités. Les tâches administratives en fonction de l'optimisation des postes peuvent être fluctuantes et avoir un facteur saisonnier. Et donc peuvent avoir un secteur saisonnier. Moi, j'entendais bien. Bah, à côté de moi, forcément. Merci du soutien. Donc, je revenais au facteur saisonnier en fonction des différents postes et des besoins donc fluctuants en fonction des périodes. Et pour les assistantes maternelles aussi, il n'y en a pas une seule qui est titularisée. Bah, sur les assistantes maternelles, là aussi, ce sont des postes pas forcément non plus à temps complet. Oui. Bah, vous connaissez, enfin, en ce qui concerne les postes titulaires, c'est pas forcément non plus du temps complet. Oui, donc elles pourraient être, même si elles ne sont pas après, elles pourraient être titulaires. Il y a aussi les fluctuations d'effectifs au niveau des enfants. Oui, mais chaque année. Je veux bien qu'il y en ait une partie, si vous voulez. Mais ça, c'est 100%. 100% non titulaires. Donc, après, vous connaissez la problématique aussi du turnover sur des postes titulaires. Donc, il y a également leur statut qui intervient, qui a un Aussi. statut un peu particulier. Ouais. Si vous voulez titulariser des postes précaires. Non, mais il y a quand même un grand nombre de. Non, mais il y en de a. postes. Moi, c'est le nombre important qui m'embête. C'est pas. C'est le 100% par exemple, et c'est les 25% chez
dans le service Non, administratif. c'est 80% et 20%. C'est pas 25, c'est 20. C'est 20, oui, j'ai dû me planter avec la calculette. Mais donc, Pas besoin. et puis pour le service technique, c'est bien 20%. Oui, Donc, Bah, bon, qu'il y en ait un peu, je veux bien. Sur les services techniques, on a aussi tout ce qui est la partie espace vert. Oui, Là aussi, il y a un côté. oui, oui. Non, mais je comprends bien qu'il y a des nécessités techniques pour l'ensemble de ces postes-là. Le but, Mais le but du jeu, c'est d'optimiser. l'importance Le de but du jeu, c'est titulariser quand me paraît le but, important. le but du jeu, c'est d'optimiser l'effectif communal aux besoins de la municipalité. Oui, mais comme on n'a pas le détail, de toute façon, on ne bon, peut enfin, pas pour juger. reprendre votre remarque, M. Capmarty, on a énormément titularisé et stagiairisé les dernières. Le risque Donc, aussi, là, je vous ça rappelle. diminue plutôt. Enfin bon, on ne peut pas l'apprécier parce qu'on n'a pas les éléments. Donc c'est pour ça que je pose les questions moi, globales, Mais vous avez tout à fait raison. sachant que Simplement, vous nous dites quelque chose de global aussi, mais un par un, si vous voulez, dans ces 20% ou ces 100%, hein, est-ce que toutes elles peuvent pas, elles sont pas à temps complet toute l'année? Les assistantes maternelles. C'est peut-être une demande des assistants, je ne sais pas, comme on n'a pas le détail. C'est Je le sais pas, statut. voilà. Ouais, parce que c'est peut-être. Peut-être. Ils ne le souhaitent pas, c'est peut-être ça. Non, non, mais Si c'est 80%, ça paraît. après, il y a le phénomène aussi du multi-emploi. Elles ont aussi d'autres postes ailleurs. C'est pour ça que je dis. Non, mais ok. Mais comme on ne sait pas, on ne peut pas juger ça, si vous voulez. Ah, Moi, si. je juge globalement, mais on ne peut pas le juger effectivement sur des emplois à temps complet permanent, des non permanents, des non temps complet, Alors, etc. c'est vrai que les Bon, services, on n'a les pas ces services éléments-là. font des remontées au niveau du RH d'une manière globale. Donc, on n'a pas, nous non plus, forcément le détail. Il faut bien que quelqu'un ait le détail quand même. Particulière, c'est pas. Voilà. C'est pas un refus. Le fond du problème est peut-être là, c'est juste qu'ils ne sont peut-être pas demandeurs. Oui. Ouais, c'est ça. Donc s'il n'y a pas de remontée, peut-être que c'est un souhait pour le truc. En général. C'est pour ça que je dis. J'ai pas l'impression. Hein. Ouais. Non, Vous j'ai avez pas eu des l'impression. remontées, monsieur Marty? J'en connais, mais j'ai pas du tout l'impression que donc ce vous, soit le cas. donc vous avez eu des remontées. J'ai eu des remontées. Oui. Ok, vous nous l'avez remonté? Ah bah non. Ah. Non. Donc voilà. Non. Moi, j'ai pas. à Donc faire il n'y a ça. pas de sujet alors. Je suis pas délégué syndical. Bah, vous avez un profil. Oui, je sais bien. mais- Ok. D'autres remarques sur ce tableau des effectifs? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Une abstention. Le reste pour. Le point suivant, c'est le point 9, la mise à jour des modalités du télétravail. Monsieur Bernard Laborde. Donc chaque année, l'accord de télétravail est renouvelé. Cette année, certaines modifications ont été apportées, notamment en ce qui concerne, en fonction évidemment des conditions évoluant en termes de besoins. Et les années précédentes, je vous rappelle que le télétravail avait été instauré suite à la pandémie. Maintenant que cela est stabilisé, les besoins sont différents. Donc, ce qui a été procédé cette année, c'est à la suppression du télétravail régulier, c'est-à-dire les jours fixes. Modification aussi du télétravail ponctuel, donc les jours non fixes, à savoir que le volume maximum est porté à 30 jours par année civile. Et le nombre maximum par semaine est fixé à 1 jour. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées pour des durées maximum de 6 mois, notamment par rapport aux états de santé. Et les activités éligibles au télétravail, bien évidemment, ça concerne essentiellement les domaines administratifs, sachant que tout ce qui concerne l'accueil du public, et la nécessité d'une présence pour des raisons techniques
et sécuritaires, bien évidemment, ne peuvent être soumises au télétravail. Suivent ensuite les modalités de demande d'accord. Ça, ce sont les modalités pratiques. Donc, il est demandé d'approuver ce protocole d'accord de télétravail. Des questions sur cette mise à jour des modalités de télétravail? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est la modification du versement du complément indemnitaire annuel, le CIA. Monsieur Bernard Laborde. Merci, monsieur le maire. Donc, en ce qui concerne le CIA, je vous rappelle quand même les modalités de ce complément. En fait, il est effectué de manière annuelle, mais jusqu'à présent, il était effectué de manière mensuelle par rapport à l'investissement des agents, par rapport à leur professionnalisme et à leur manière de servir. Donc le renforcement, on a décidé donc maintenant de procéder à un versement unique annuel au mois de mai, pour les raisons suivantes. Donc le renforcement de la logique d'évaluation et de reconnaissance, par rapport à ce que je viens de dire précédemment. Ça permet aussi une meilleure lisibilité budgétaire. C'est plus facile de procéder à un versement annuel qu'à un versement mensuel. L'harmonisation aussi par rapport aux pratiques d'autres collectivités, puisque c'est une situation qui se généralise. Et d'autre part, ça permet aussi, sur un plan RH, une stimulation de la motivation à long terme, puisque là, le personnel voit bien, de par le versement en une seule fois, la reconnaissance de son investissement. C'est plus visible. Après, une chose importante quand même, le versement du CIA est maintenu, notamment par rapport aux absences, que ce soit les jours d'hospitalisation, maladie ordinaire, longue maladie et grave maladie. Donc il est proposé de... J'ai l'impression de me répéter. Donc il est demandé donc à l'instance d'approuver ce versement. Avez-vous des remarques à faire sur ce point, sur le CIA? Donc, Juste pour savoir, le montant, est-ce que c'est un montant unique pour tout le monde ou c'est en fonction, c'est un pourcentage? En pourcentage, il y a un calcul un peu complexe en fonction des différents services et des notes qui sont mises par les chefs de Alors service. pour les notes, ok, mais le montant lui-même au départ n'est pas forcément le même suivant... Pour tous les... Non. Ok. Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 11. Débat d'orientation budgétaire, le DOB et rapport d'orientation budgétaire. Monsieur Lalmy, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Je suis heureux de vous retrouver avec monsieur le maire pour vous présenter le rapport d'orientation budgétaire pour 2025, le dernier de plein exercice de la mandature. Ce ROB est la première étape du cycle budgétaire, mais n'a aucun caractère décisionnel. Nous le présentons dans un contexte d'incertitude et lié à la loi des finances 2025, avec les annonces des baisses de recettes pour les collectivités locales qui, en découlent, nous incitent à la prudence. Montmagny a choisi de poursuivre une politique de gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement afin de préserver ses équilibres financiers et sa capacité d'investissement, avec un engagement politique de laisser une situation saine des finances à la fin du mandat. En effet, malgré ce contexte incertain des 4 dernières années et l'effet des ciseaux en 2024, la situation financière de Montmagny est bonne et vous pouvez ainsi la mesurer à travers les chiffres qu'on va vous exposer. Les budgets sont analysés à travers 6 thèmes: la santé financière de la collectivité, le compte administratif provisoire de 2024, la prospective et la maquette du BP 2025, l'analyse de la dette, les ressources humaines, et une dernière partie est consacrée au programme des services de la commune.
la santé financière de la collectivité au 31/12. Les indicateurs de solvabilité et d'endettement. Ces indicateurs mesurent aussi bien au sein de la collectivité sa solvabilité budgétaire, sa situation d'endettement, ainsi que ses marges de manœuvre. Au 1er janvier 2025, l'épargne brute socle de la richesse financière pour investir et garantir la solvabilité financière affichait un solde positif de plus de 2,9 millions d'euros, présente un taux d'épargne brute de 13,58% et couvre l'amortissement du capital de la dette à 156,54%. L'épargne nette affichait un solde positif de plus de 1 million d'euros. Le remboursement du capital de la dette est maintenu à un niveau conséquent, 1,8 million d'euros par an en moyenne. La capacité de désendettement est mesurée par l'encours de la dette sur l'épargne brute et de 3,29 années contre 3,32 années en 2023, une légère diminution, ce qui est conforme au ratio prudentiel. L'encours de la dette est de 9 796 498,33 euros. Pour autant, en proportion, la part de l'encours de la dette par habitant dans les recettes de fonctionnement est en dessous des communes de même strate où elle représente 820 euros contre 660,54 euros à Montmagny. En conclusion, malgré le contexte incertain des 4 dernières années et l'effet de ciseaux en 2024, la situation financière de Montmagny en matière de solvabilité d'endettement est saine avec des niveaux d'épargne corrects. Le graphique ci-dessous expose les évolutions des niveaux des épargnes sur les 3 exercices ainsi qu'une projection sur 2025. On observe dès lors en 2024, malgré les efforts de gestion et de maîtrise des dépenses de la ville, un repli des niveaux d'épargne. Cela est lié à l'effet des ciseaux. Les dépenses réelles ont augmenté plus vite, plus 3,27%, que les recettes qui sont restées stables par rapport à l'exercice 2023. Les investissements. Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique le mode de financement des investissements d'équipement sur les 3 derniers exercices avec une projection sur 2025. Les dépenses d'équipement sont restées à un niveau conséquent à 3,7 millions d'euros en moyenne par an et qui proviennent essentiellement des ressources externes. Il s'agit des subventions d'investissement. La ville a perçu en 2024 une subvention de 1,3 390,33 euros contre 360 253 en 2023. Le fonds de compensation de la TVA, ce produit est versé avec un décalage de 2 exercices et le taux est égal à 16,404%. La ville a perçu en 2024 une compensation de la TVA acquittée en 2024 sur les dépenses d'équipement 2022 pour un montant de 584 866,43 alors qu'il était de 606 482,11, expliquant ainsi la baisse de cet article. L'emprunt, la ville n'a pas souscrit d'emprunt sur l'exercice 2024. Les recettes internes, il s'agit de l'autofinancement à hauteur de 2 151 429,80. Le graphique ci-dessous récapitule les modalités de financement des dépenses d'investissement sur la période 2022-2024 avec une projection jusqu'en 2025 comme suit. Entre l'autofinancement aux recettes internes qui représentent en 2024 57,53%, l'emprunt, les subventions et la TVA, les ressources externes qui représentent en 2024 42,47%. Le compte administratif provisoire. Le tableau ci-dessous permet de dresser l'état des dépenses de fonctionnement inscrites au compte administratif provisoire, ventilé par chapitre comptable sur la période 2022-2024 avec une projection jusqu'en 2025. Dans un contexte d'incertitude quant à l'évolution de recettes fiscales, la commune a choisi de poursuivre une politique de gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement afin de préserver ses équilibres financiers et sa capacité d'investissement. À la clôture de l'exercice 2024,
les dépenses de fonctionnement globalement maîtrisées s'élèvent à 20 559 349,21. En 2024, les dépenses réelles ont progressé de plus 3,27% par rapport à 2023, alors que l'inflation s'établissait en moyenne annuelle à 2,1%. L'évolution du chapitre 65, autres charges de gestion courante, est due essentiellement au soutien actif de la commune à la mise en œuvre de la politique du Centre communal d'action sociale pour équilibrer son budget. Subvention d'équilibre en 2024 s'élève à 305 900 € contre 92 234,44 en 2023, soit une variation de plus de 221%. Les autres charges diminuent, il s'agit des charges financières, des charges exceptionnelles, ou augmentent faiblement, il s'agit des charges du personnel, chapitre 012, plus 1,42%. La part des dépenses rigides de la commune composée des atténuations des produits des dépenses, des atténuations des produits, des dépenses du personnel et des charges financières représente 67,17% des dépenses réelles de fonctionnement contre 68,64% en 2023, soit un gain de 2 points. Le diagramme ci-dessus détaille la structure des dépenses de fonction sur la période 2022-2024 avec une projection jusqu'en 2025. En 2024, les dépenses totales de fonctionnement sont composées des charges à caractère général à hauteur de 23,27%, des charges du personnel à hauteur de 60,29%, des autres charges de gestion courante de 6,9%, des charges financières de 1,61% et des opérations d'ordre à hauteur de 7,86%. L'évolution du chapitre 11, le tableau ci-dessous, illustre les variations des charges à caractère général sur les 3 derniers exercices avec une projection sur 2025. Les dépenses du charge 011, qui regroupe les articles 60, 61, 62 et 63, la municipalité s'est imposée un effort de maîtrise des charges à caractère général tout en préservant un haut niveau de service dans tous les domaines, s'établissait à 4 791 723,31 en 2024. Le montant global de l'augmentation est de 4,52% par rapport au compte administratif 2023. L'évolution de ces dépenses à caractère général est impactée en 2024 par l'augmentation des prix de l'énergie, dépenses énergétiques plus 23,35%, achat de prestations plus 22,03%, l'alimentation plus 33,77%, le contrat de prestation de services plus 73%. Le tableau ci-dessous retrace les principales variations en hausse et en baisse sur les dépenses réelles de charges à caractère général. Voilà, vous avez les dépenses. Les frais du personnel. Le tableau ci-dessous illustre les variations et les ratios des dépenses du personnel sur la période 2022-2024 avec une projection sur 2025. Les dépenses du personnel constituent le premier poste des dépenses du budget, affiche en 2024 un taux de réalisation de 95,06%. La municipalité s'est engagée dans un processus de rationalisation et de maîtrise de ses dépenses et la mise en place d'indicateurs de suivi des postes des dépenses, de suivi des enveloppes des vacataires et des saisonniers en lien avec la stratégie de recrutement dans un texte où l'État a pris des mesures en faveur du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Ces efforts de gestion ont permis de ramener la part des dépenses du personnel à 65,43% de l'ensemble de nos dépenses réelles de fonctionnement en 2024 contre 66,63% en 2023, soit un gain de 1 point. Pour autant, en proportion à la part des charges du personnel des dépenses de fonctionnement est légèrement au-dessus des communes du même strate, où elles représentent 58,90%. Le montant global de l'augmentation est de 1,42% par rapport au compte administratif 2023. Et vous avez sur le graphique ci-dessus retrace l'évolution de la part des frais du personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement sur la période 2022-2024 avec une projection
jusqu'en 2025. Les produits de fonctionnement. Le tableau ci-dessous permet de dresser l'état des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif provisoire 2024, ventilées par chapitre comptable sur la période 2022-2024 avec une projection jusqu'en 2025. À la clôture de l'exercice 2024, les recettes totales de fonctionnement réalisées s'élèvent à 25 124 117,86 €, en légère hausse par rapport au BP 2024, plus 1,69%, en légère hausse de 1,18% par rapport au compte administratif 2023 et sont constitués de recettes réelles qui s'élèvent à 21 953 775,68 et d'un excédent de fonctionnement reporté de 3 170 342,18. Le détail des recettes de fonctionnement. À la clôture de l'exercice 2024, les recettes totales de fonctionnement réalisées s'élèvent à 25 124 117,86 et proviennent principalement des impôts et taxes à hauteur de 12 579 243,79, dont 9 955 550 € de produits d'imposition directe qui constitue la principale recette fiscale sur laquelle la commune dispose d'une autonomie financière. Cette part modulable représente 45,35% des recettes réelles de la collectivité, en légère hausse de 1,50% par rapport à l'exercice 2023. Les dotations et subventions à hauteur de 7 420 244,70 en légère hausse par rapport à 2023, plus de 89%, grâce à la dotation de solidarité urbaine, plus 4,07%. Les atténuations des charges sont des remboursements maladie en baisse par rapport à l'exercice 2023. Les produits financiers sont stables par rapport à l'exercice 2023. Les produits exceptionnels en baisse par rapport à l'exercice 2023. À ces recettes s'ajoute pour l'exercice 2024 l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 4 534 768,65. Évolution de la dotation globale de fonctionnement. Le tableau ci-dessous retrace l'évolution de la dotation globale de fonctionnement en pourcentage sur la période 2022-2024 avec une projection sur 2025. Rappel, la dotation globale de fonctionnement instituée par la loi du 3 janvier 1979, fixée chaque année par l'État et constitue la principale dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités locales. Elle est divisée en deux composantes, la dotation forfaitaire basée sur des critères de population de superficie et la dotation de péréquation répartis entre les collectivités dans le but de réduire les inégalités des ressources par rapport à leurs charges. La dotation globale de fonctionnement en 2024 s'élève à 5 149 599, en légère hausse par rapport à 2023, plus 2,89%, grâce, comme je viens de le dire, à la dotation de solidarité urbaine, plus 4,07%. Pour autant, la proportion de la dotation globale par habitant est au-dessus de la moyenne nationale où elle représente 175 € contre 337,81 à Montmagny. Dépenses d'investissement. Les investissements traduisent les priorités politiques de la municipalité, honorent les engagements pris en 2020, dont beaucoup sont d'ores et déjà réalisés sur les 3 derniers exercices. Sur les 3 derniers exercices, la commune a pu maintenir un niveau d'investissement d'équipement stable de 3,7 millions d'euros en moyenne par an, en s'appuyant sur ses ressources propres qui permettaient de garantir une capacité d'autofinancement correcte et à dispenser la ville de recourir à l'emprunt pour ces investissements. Le remboursement de la capitale de la dette est maintenu à un niveau stable, mais conséquent, de 1,8 million d'euros par an en moyenne. Enfin, les dépenses d'investissement sont restées à un niveau conséquent à 7 millions en moyenne par an sur les 3 derniers exercices. Remarque, la section d'investissement présentée en 2024 correspond aux dépenses
d'exercice effectivement décaissés, les engagements non soldés sont repris en reste à réaliser et intégrés dans le budget primitif 2025 pour un montant de 1 313 220,78. Le diagramme ci-dessous récapitule la structure des dépenses d'investissement sur la période 2022-2024 avec une projection sur 2025. En 2024, les dépenses totales d'investissement sont composées des dépenses des comptes d'équipement à hauteur de 49,29%, des emprunts à hauteur de 25,11%, des opérations d'ordre à hauteur de 0,39% et des déficits reportés à hauteur de 25,21%. Les recettes d'investissement. Les recettes d'investissement sont présentées de façon synthétique dans le tableau ci-après. Au 31-12-2024, les recettes d'investissement s'élevaient à 5 261 843,64. Elles se répartissent de la façon suivante. En recettes externes, les dotations et subventions pour 1 621 444,09, dont le fonds de compensation de la TVA pour 584 886,43 et la taxe d'aménagement pour 33 187,33, soit une hausse de 44,97% par rapport à 2023. Les emprunts, la ville n'a pas souscrit d'emprunt sur l'exercice 2024. À ces recettes s'ajoutent les recettes internes. Il s'agit des opérations d'ordre pour 1 647 176,17. Elles correspondent principalement aux indemnités de renégociation de la dette 272 500 € et des dotations aux amortissements et provisions et de l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 1 993 223,38 €. Le diagramme ci-dessous détaille la structure des recettes d'investissement sur la période 2022-2024 avec une projection sur 2025. En 2024, les recettes totales d'investissement sont composées des dotations d'investissement à hauteur de 33,82%, des opérations d'ordre à hauteur de 31,30% et de l'excédent capitalisé à hauteur de 37,88%. Les résultats de clôture. Les résultats de clôture sont présentés de façon synthétique dans le tableau ci-après. Le résultat de la fonction fonctionnement est constitué de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de l'année N à laquelle s'ajoute le déficit ou l'excédent reporté de l'année précédente. Le résultat d'exécution de la fonction de la section investissement, comme ci-dessus, il est constitué de la différence entre les recettes et les dépenses d'investissement de l'année N à laquelle s'ajoute le déficit ou l'excédent de l'année précédente. Le résultat global en 2024 fait apparaître un excédent de 2 210 133,39 €. Les ratios nationaux obligatoires. L'article R 200-2313-1 du Code général des collectivités territoriales énonce 11 ratios synthétiques que doivent présenter les communes de plus de 3 500 habitants dans leur débat d'orientation budgétaire. Le tableau ci-dessous présente l'évolution de ces 11 ratios de 2022 à 2024 avec une projection jusqu'au 2025. Les ratios financiers permettent d'évaluer et de comparer la situation financière de la commune par rapport à la moyenne nationale, c'est-à-dire où sommes-nous et quels sont nos axes de progrès. On a deux types de ratios, les ratios de niveau et les ratios financiers. Dans les ratios de niveau, on a des axes de progrès sur les dépenses réelles de fonctionnement par habitant, sur les dépenses d'équipement par habitant et sur les dépenses du personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement. Au niveau des ratios de solvabilité, la situation de Montmagny, elle est bonne. Voilà. Le tableau des grands équilibres rétrospective, le tableau ci-dessous, illustre une vue d'ensemble des principaux indicateurs clés sur les 3 exercices avec une vision pessimiste sur les recettes et optimiste sur les dépenses de 2025. Au 1er janvier 2025, la commune présentait un taux d'épargne brut
de 13,58% des recettes réelles hors cession, affichait un encours de dette de 9 796 498,33 €, faisait état d'une capacité de désendettement de 3,29 années, présentait un besoin de financement de 1 041 214,56 €, disposait d'un fonds de roulement positif de 2 210 133,90, soit une marge de sécurité en termes de trésorerie de 33 jours. La prospective. Comme dit précédemment, le DOB intervient dans un contexte particulier. Les incertitudes politiques et économiques rendent les projections fragiles. La prospective, comment sera construit le BP 2025? La prospective est réalisée à partir des derniers comptes administratifs ainsi que les évolutions prévisibles, c'est-à-dire une part de diagnostic, état de lieu précis de la situation financière, une part de prévision. La prospective financière participe à la transparence de la gestion budgétaire des collectivités. Elle permet d'éclairer les élus dans leurs choix et dans leur prise de décision. C'est un outil de planification. Les scénarios étudiés pour la construction du budget 2025, estimation de 2025 sera faite par rapport au dernier compte administratif 2022-2024, état de lieu précis de la situation financière, une part de prévision. Le premier tableau de bord prospectif, ci-après, présente les dépenses sur la période 2022-2024 et l'estimation 2025. Le deuxième tableau de bord prospectif, ci-après, présente les recettes sur la période 2022-2024 avec une estimation en 2025. Et le troisième tableau prospectif, ci-après, présente les indicateurs financiers sur la période 2022-2024 et l'estimation 2025. Et vous avez le diagramme ci-dessus qui détaille la structure des recettes d'investissement sur la période 2022-2024 avec les projections jusqu'en 2025. Et vous avez le graphique ci-dessus qui récapitule les évolutions de l'encours de la dette et la capacité d'endettement sur la période 2022-2024 avec l'estimation en 2025. La synthèse des simulations, principale hypothèse, cette prospective intègre la loi des finances 2025. En recettes, fiscalité et dotation, principale recette de fonctionnement, évolution nominale des bases plus 1,75%, stabilisation de la dotation globale de fonctionnement, gel des recettes de la TVA à leur niveau de 2024, report de 3 ans de la suppression de la cotisation sur les valeurs ajoutées, fin des versements du fonds de compensation de la TVA pour certaines dépenses de fonctionnement. Côté dépenses de fonctionnement, la masse salariale, la hausse de 4% des cotisations à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, plus le glissement vieillesse technicité. Charges financières en baisse, moins 7,75%. Les investissements en recettes, modulation de l'attribution du fonds de compensation de la TVA, et subventions en fonction des projets. La maquette du BP. Compte tenu des incertitudes sur l'évolution des recettes de fonction de collectivités locales en 2025 et selon les mesures arrêtées par le gouvernement dans la loi des finances 2025, Montmagny a choisi de poursuivre une politique de gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement afin de préserver ses équilibres financiers et sa capacité d'investissement avec un engagement politique de laisser une situation saine des finances à la fin du mandat. Les charges de fonctionnement. Les prévisions budgétaires pour l'exercice 2025 se veulent contenues dans un contexte incertain, sont estimées à 22 142 000, sont constituées de charges à caractère général à hauteur de 5 483 000, représentent 26,92% des dépenses réelles de fonctionnement et sont projetées légèrement en hausse par rapport au BP 2024, plus 1,44%. Les charges de personnel à hauteur de 13 055 000 représentent
près de 64% des dépenses réelles de fonctionnement et sont projetées comme stables par rapport au BP 2024. Les autres charges de gestion courantes à hauteur de 1 452 000 représentent 7,13% des dépenses réelles de fonctionnement. Les charges financières diminuent de moins 18% en 2025 par rapport au BP 2024 et de moins 7,75% par rapport au compte administratif 2024. À ces dépenses s'ajoutent les charges exceptionnelles pour 50 000 et les opérations d'ordre pour 1 772 000. Les produits de fonctionnement. Les prévisions budgétaires pour l'exercice 2025 sont estimées à 23 050 000 et sont constituées des impôts des taxes à hauteur de 12 640 000, des dotations et subventions estimées à 6 900 000, des autres produits courants stricts estimés à 1 401 000, des atténuations de charges estimées à 130 000. À ces recettes s'ajoutent les opérations d'ordre pour 156 000 et l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 1 629 361,90 €. Les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement pour 2025 sont estimées à 14 920 000 et se répartissent de la façon suivante. Dépenses d'équipement à hauteur de 10 116 365,25 €. Dépenses financières pour 205 000, remboursement du capital de la dette pour 1 958 000 €. À ces dépenses s'ajoutent les opérations d'ordre pour 316 000 € et le déficit d'investissement reporté de 2 324 634,76 €. Les recettes d'investissement pour 2025 sont estimées à 14 012 000 et se répartissent de la façon suivante. Dotations et subventions pour 2 030 298,79 €. Réduction réelle des dépenses pour 200 000. Autres recettes réelles d'investissement pour 337 800. À ces dépenses s'ajoutent les opérations d'ordre pour 1 932 000 et l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 2 905 406,75 €. Résultat de clôture. En 2025, le résultat de clôture de fonctionnement est de 908 000, sera inscrit au chapitre 023 en dépenses de fonctionnement. Le résultat de clôture en investissement est de moins 908 000, sera inscrit au chapitre 021 en recettes d'investissement. Analyse de la dette. Le tableau ci-dessous illustre l'évolution de la dette de la commune sur les 3 derniers exercices avec une projection jusqu'en 2025. Fin 2024, l'encours de la dette s'établissait à 9 796 498,33 € et le poids de la dette a fortement diminué de moins 17,2% par rapport à 2023. Étude de risque, charte Gisler, la ville de Montmagny présente à ce jour une dette sécurisée classe A-1 de 91,10%, le niveau de risque le plus faible selon la classification de la charte de bonne conduite dit Gisler. L'analyse des annuités de remboursement de la dette, les charges financières continuent de décroître. Cette évolution bénéfique résulte d'un contexte d'intérêt particulièrement favorable et d'une gestion active de la dette. L'annuité de la dette est maintenue à un niveau conséquent de 2,2 millions par an en moyenne. Des ressources humaines. Les efforts de gestion ont permis de ramener la part des dépenses du personnel à 65,43% en 2024 contre 66,53% en 2023 et sont estimés à 64,56% en 2025. Et le tableau et les effectifs. Le tableau a été présenté au point numéro 8 par
Laborde, hein, qui vient d'être approuvé au point 8 par le conseil municipal. Au 31 décembre 2024, la ville comptait 246 agents, dont 190 agents titulaires et 56 non titulaires, soit 16,56 agents par 1000 habitants. Pour 2025, stabilisation des effectifs. On prévoit, voilà. Merci de votre attention. Je cède la parole à Monsieur le maire. Merci, Monsieur Lalmy, pour cette présentation détaillée. Avez-vous des remarques à faire sur ce DOB, Monsieur Capmarty? Oui, donc, une première petite question. Pourquoi est-il fait par de la sous-traitance, ce DOB? Précédemment, j'avais l'impression qu'il était fait par les services municipaux. Il n'a jamais été fait par les services municipaux, puisque c'est mon 25e DOB aujourd'hui, et j'en ai fait au moins une bonne quinzaine, personnellement. Donc là, c'est un DOB qui a été vu par donc une société, et c'est M. Lalmy qui l'a complété par ses commentaires. Donc, nous constatons que vous justifiez les coupes budgétaires dont sont victimes les communes de notre pays au nom de la réduction du déficit public. Permettez-nous 2 remarques. S'il y a déficit, ce n'est pas parce qu'il y a trop de dépenses publiques, mais parce qu'il n'y a pas assez de recettes. Des solutions existent pour les accroître. Premièrement, taxer les profits indécents des entreprises du CAC 40, réinstaurer l'impôt sur les grandes fortunes, taxer de 2% le patrimoine des 143 milliardaires français, augmenter les salaires et les pensions, réduire les exonérations fiscales dont bénéficient les grandes entreprises. La réduction du déficit est avancée pour respecter la règle d'or du traité de Maastricht, qui a décidé arbitrairement que le déficit public ne devait pas dépasser 3% du PIB, mais lorsque l'on parle de dépenses guerrières, là, il n'y a plus de règle d'or à respecter. Page 5. Pour l'inflation qui est prévue pour 2025 à 1,8%, vous osez expliquer que la pression inflationniste est maintenue par la hausse des salaires. Chacun ici pourra juger de la pertinence de l'argument, à moins bien sûr qu'il ne soit actionnaire dans les entreprises du CAC 40 qui vont battre cette année le record des versements de dividendes pour atteindre 68,8 milliards d'euros. Page 7. Vous pointez que la croissance sera prévue de 1,1%, c'est-à-dire identique à celle de 2024. Ne pensez-vous pas que la baisse drastique des dépenses publiques, services publics, collectivités locales, ait pour conséquence de ralentir encore davantage les investissements, la croissance et donc l'emploi? Page 8. Vous affirmez que la DGF est stabilisée pour 2025, mais vous omettez d'indiquer que sa revalorisation a été de 1%, alors qu'elle aurait dû être de 2,1% pour tenir compte de l'inflation de 2024. Page 14, les transferts financiers de l'État aux collectivités sont de 151 milliards en 2025 comme en 2024. Là aussi, c'est moins 3 milliards qui sont retirés aux collectivités compte tenu de l'inflation. Merci pour vos remarques. Je ne les commenterai pas puisqu'elles sont des nationales, je commenterai uniquement les remarques de la commune. D'autres interventions? Oui, mais elles sont dans votre document. C'est obligatoire. Monsieur Mention. Oui, c'est plus une discussion sur les investissements, parce qu'on voit un crédit, enfin un emprunt de 6 millions qui arrive. Pour une fois, c'est une bonne chose. On a un peu de visibilité. C'est plutôt appréciable de voir un peu tout ce qui était en prévisionnel derrière. Je vois réapparaître les projets de tribunes pour le terrain, des choses comme ça. Voilà, je pense que c'est un sujet que j'ai vu passer il y a quelques temps. Que j'ai à cœur. Voilà. Non, c'est plus pour discuter de cette partie-là, de la partie investissement. Alors, vous avez raison, parce que les tribunes, je voulais les faire dès le début du mandat, mais avec le Covid, les prix avaient explosé. Et alors qu'on avait eu, avant le Covid, une estimation à 2,3 millions, 2,4 millions, comme on a aujourd'hui, on était passé à pratiquement 4 millions d'euros. Donc avec des subventions, bien évidemment, qui ne suivaient pas l'augmentation du montant, mais qui étaient toujours fixes sur un montant déterminé. Donc bien évidemment, j'ai repoussé ce plaisir d'offrir là une tribune
au stade municipal Charles Grimaud. C'est pour ça qu'on le fait maintenant, puisque les prix sont redevenus à des prix corrects. Alors, c'est vrai qu'on a 10 millions de travaux qui sont prévus. Bon, vous savez très bien qu'on en réalise en règle générale 60%. Donc, on sera plutôt autour de 6-7 millions d'euros maximum. Et l'emprunt, bien évidemment, sera proportionnel à l'investissement. Il faut également remarquer que dans une gestion saine et normale d'une commune, nous ne comptons pas au budget primitif les subventions que l'on demande, puisqu'elles ne sont pas notifiées. Par exemple, pour la tribune, il devrait y avoir 1 million de subventions. Pour la deuxième partie du CAR, le contrat régional, qui est la construction de la salle des maîtres à l'école Jean-Baptiste Clément, il devrait y avoir une subvention de 100 000 euros également, et puis d'autres subventions sur les autres opérations. Donc qui viendront également diminuer la dette, enfin l'emprunt. Ce qui nous fait un emprunt qui sera peut-être légèrement supérieur au remboursement de l'emprunt que l'on fera en 2025, qui se monte à peu près 2 millions d'euros. Donc on devrait avoir une dette à la fin de l'année 2025 autour de 10 millions d'euros. Donc qui a bien diminué, qui se situe dans une fourchette basse d'endettement, ce qui est une bonne chose et ce qui nous permettra dans le prochain mandat d'investir. C'est un équipement nécessaire, on en parle depuis longtemps, donc là-dessus. Ah ben tout à fait, voilà. Je suis le premier à être triste de ne pas avoir suffisamment de vestiaires et puis une tribune pour regarder les matchs. Et donc côté pelouse de terrain naturel ou côté synthétique, enfin, côté pelouse naturelle. D'accord. Là où elle était, mais comme était l'ancienne, voilà. Voilà, là où était l'ancienne. Alors aux normes aujourd'hui, puisque aujourd'hui on en parle malheureusement dans les faits divers, il y a beaucoup d'agressions, et donc il faut que lorsque l'on sort du vestiaire, on ne passe pas sur les, mais qu'on ait un tunnel qui amène directement sur la piste les deux d'athlétisme. équipes, l'arbitrage, le corps arbitral, voilà, etc. Tout à fait. Et un local, j'ai compris, dedans ce qui était prévu, local VTT, le local. Alors, il y aura des locaux pour mettre le stock, etc. Voilà. Oui, oui. C'est-à-dire que tout ce qui est autour, il y aura également, comment ça s'appelle, une buvette. L'after. Oui. C'est très important de refaire les matchs. Avec modération. Et surtout ceux qu'on a perdus, parce que là, à la troisième mi-temps, on les gagne automatiquement. Non, il y aura vraiment quelque chose de bien. Il vaut mieux attendre et faire quelque chose de bien qui dure que de faire du bricolage. C'est ma vision pour la ville. Et il y avait, alors juste pour compléter ça, la piste d'athlétisme qui avait 6 couloirs. Il y avait eu à un moment des discussions, ça devait passer à 8 pour être homologué. Et ça avait à l'époque, c'est la tribune qui avait posé problème. Est-ce que ça, est-ce que ça jouerait? Est-ce qu'il y aurait un agrandissement de cette piste, enfin un élargissement de cette piste plutôt? Non, là, repousser à l'année prochaine. D'accord. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Non, mais bon, en équipement, il faut quand même noter que Montmagny est bien pourvu. Aujourd'hui, sur la ville, on n'a plus de préfabriqués, par exemple, puisque le dernier qu'on a supprimé, c'était à l'école des Lévriers, où on a fait le centre de loisirs Jean Trinquet. Donc, vraiment, les structures sont en bon état et d'un niveau correct. Il ne faut pas non plus en faire de trop, parce que quand vous faites beaucoup de bâtiments, eh bien, automatiquement, vous avez des fluides, et puis vous avez du personnel à mettre dedans, et donc ça augmente également vos charges. Donc tout ça, c'est un équilibre à trouver pour pouvoir équilibrer le budget et avoir des bons résultats, comme ceux que l'on vous présente ce soir. Il est loin, monsieur Cap-Marty, le moment où on passait une nuit à essayer de faire des coupes sombres dans les budgets pour pouvoir le présenter. Ça vous rappelle des souvenirs. D'autres remarques? S'il n'y a pas de remarques autres, on prend note que le débat a eu lieu et on va voter. Non, on prend lieu que oui, et on va voter quand même pour dire qu'il a eu lieu. Qui est contre? Monsieur Cap-Marty, 3 contre. Qui s'abstient? Le reste pour.
Je vous remercie. Alors, le temps que je range toutes mes affaires. On passe au point suivant, c'est les décisions du maire prises dans le cadre de ces délégations. Avez-vous des questions à poser sur ce point? S'il n'y en a pas, on prend acte des décisions que j'ai prises. Le point suivant, c'est les questions orales. J'ai reçu une question orale de M. Capmarty. Pouvez-vous nous la poser, M. Capmarty? Oui. Donc, la lecture du rapport très détaillé de l'écoquartier, de l'autorité gouvernementale sur la ZAC de la plante des champs, dit écoquartier, donc conforte en l'état nos craintes et notre position fondamentale à ce projet tel qu'il est envisagé. Comme le document l'indique, vous aurez à répondre aux très nombreuses questions, imprécisions, fausses informations qui touchent ce projet. Nous lirons avec grand intérêt vos réponses aux questions liées aux énergies renouvelables, aux coefficients d'artificialisation, aux nuances sonores insuffisamment prises en compte, mais aussi à celles qui concernent les sous-estimations en termes d'inondation, de zones humides, de préservation des espèces protégées, de boisement, et tout particulièrement vos explications sur la réhabilitation des lévriers. Notre question porte sur la surface du parc de cette ZAC. Pourquoi avez-vous délibérément fait le choix de ne préserver que 2 hectares de parc, alors que la préconisation du SDRIF allait jusqu'à 5 hectares? Ce qui fait dire à l'AE, donc à l'autorité environnementale, que le parc de 2 hectares répond en partie à la prescription du SDRIF d'un espace de loisirs d'intérêt régional à créer, dans un secteur déficitaire. Point. Plus d'espace vert, c'est moins de nuances et bien plus de bien-être pour les habitants. Je vais répondre. Monsieur François Rose va vous répondre. Monsieur le conseiller municipal, encore une fois, vous avez une lecture restrictive des documents que vous avez entre vos mains. Avec une lecture et une analyse plus approfondie du dossier, vous auriez constaté que le DRIF ne demandait pas un parc d'une surface allant jusqu'à 5 hectares, mais des espaces verts compris entre 2 et 5 hectares. De leur côté, les prescriptions du SDRIF, de 2040, prescrivent de créer un espace vert ou un espace de loisirs d'intérêt régional correspondant à une surface de 1 à 5 hectares. Le projet de ZAC de la plante des champs, sur lequel nous travaillons de façon approfondie depuis de nombreuses années, est donc conforme aux orientations du SDRIF et GPA respecte les orientations tout autant du SDRIF 2030 que du SDRIF 2040. Je souhaite maintenant entrer dans les détails des préconisations du SDRIF. Il ne préconise pas, comme déjà rappelé, de préservation d'un parc jusqu'à 5 hectares, mais une surface d'espace vert comprise dans la fourchette que je viens de vous indiquer en début d'intervention. Ainsi, le parc projeté, situé en zone N de notre PLU actuel, a une superficie de 2,3 hectares. Mais c'est sans prendre en compte d'autres espaces verts qui, même s'ils ne sont pas partie intégrante du parc, sont constitutifs d'espaces verts. Sans être exhaustif, je vais tenter de vous les rappeler. Tout d'abord, au nord de la ZAC se trouve une zone préservée qui est traitée en sous-bois d'une superficie de 4500 m² et qui est donc considérée comme de l'espace vert. C'est là où se trouvait le papillon mort sur lequel s'arc-boute l'Agence des espaces verts, puisqu'ils n'en ont pas trouvé de vivant au même endroit. Ensuite, nous avons l'ensemble des chemins piétonniers d'une superficie d'environ 6000 m² qui, de fait de leur conception, notamment avec des arbres et des massifs, sont considérés également comme des espaces verts. Enfin, la limite de la ZAC d'environ 1800 m² seront préservées et mises en valeur par la plantation d'arbres et de bosquets. Ainsi, l'ensemble des espaces verts représente plus de 3,5 hectares. Alors que votre présentation tendancieuse tendait à vouloir montrer que nous remplissions que très partiellement nos obligations, nous sommes plus près de la partie haute de la fourchette que de la basse. Et ces chiffres sont sans compter les cœurs d'îlots qui seront également traités
en espace vert avec l'imposition par le nouveau PLU d'un coefficient de 30% de pleine terre par lot et de plantation d'un arbre par 100 mètres carrés d'espace de pleine terre. Ainsi, en additionnant l'ensemble de ce qui est en espace vert, nous arrivons à plus de 52% du projet et le haut de la fourchette du SDRIF est atteint, voire même dépassé. Je peux donc donc affirmer que les considérations environnementales du SDRIF sont largement prises en compte. Pour mémoire, je vous rappelle que plusieurs réunions publiques ont été tenues, notamment le 25 mars 2021 et le 18 janvier 2024. Enfin, je voudrais rappeler, mais également à l'ensemble des élus et au public, qu'une enquête publique est actuellement en cours et elle prend fin le 28 mars et que les 2 prochaines permanences du commissaire enquêteur doivent se tenir le 19 mars et au matin et le 28 mars en après-midi. Vous avez... Non, j'arrête. Voilà. Je suis allé représenter également ce projet donc, à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers à la préfecture. Et c'est la commission qui est pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et c'est un outil, c'est une commission pour lutter contre la stratégie de l'artificialisation des terres agricoles. Et nous avons eu un avis très favorable de cette commission qui va donc totalement à l'encontre de la question que vous venez de poser, M. Cap-Marty. Voilà pour cette précision. Je voudrais, avant de clore le conseil municipal, avoir une pensée pour notre conseillère municipale, Mme Colette Lambert, qui a eu la douleur de perdre son conjoint cette semaine. Je voudrais également vous annoncer le prochain conseil municipal qui aura lieu donc le 27 mars 2025 à 21h et qui comportera tous les points financiers principalement que nous avons l'habitude de voir dans ces conseils municipaux. Je voudrais remercier donc le public qui nous regarde. Pardon ? Si, il y aura certainement une commission des finances entre les deux. Oui, oui. Oui, c'est vrai que j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de cette semaine, mais on vous la communiquera. Je voudrais remercier donc le public qui nous regarde en direct ou qui est dans la salle ou en replay. Et puis également remercier tous les services municipaux qui ont préparé le conseil municipal, ainsi que les élus qui ont participé. Et enfin, je clôt la séance. Il est 22h19 et je vous remercie de votre présence. Bonne soirée.